largement des intrants Ça n'a pas de agricoles. poids de mort. Question financière dans un premier À temps, votre parce que avis, derrière, il pourquoi la situation de l'élection du président La Macron est distribution assez... agricole se prépare. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct donc du parc d'exposition de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Compte tenu de ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire ce clash entre Zelensky et Trump, il nous fallait impérativement traiter la question de l'agriculture et son adaptation en cas de conflit armé. Et c'est pour ça que j'ai rassemblé autour de cette table des experts qui vont nous donner un éclairage sur ce sujet. Tout d'abord, Stéphane Linou, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes expert associé au laboratoire Sécurité Défense du CNAM. À vos côtés, Jérôme Pellistrandi, bonjour. Bonjour. Vous êtes général et rédacteur en chef donc de cette excellente revue qui s'appelle la Revue de la Défense nationale. Juste à vos côtés, Sandrine Doppler, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante spécialisée en agroalimentaire. C'est comme ça qu'on doit. À vos côtés, Tanguy Martin, vous représentez Terre de Liens. Oui, bonjour. Et vous allez nous parler d'une étude que vous avez menée qui a un lien avec le sujet. Frédéric Courleux, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller aux affaires agricoles donc au Parlement européen. Et juste à ma droite, Sandrine Faucou, bonjour. Bonjour. Vous êtes agricultrice dans les Alpes de Haute-Provence, agricultrice bio. C'est bien Tout ça. à fait. Voilà. La première question est très simple. Elle va peut-être s'adresser à vous, Jérôme Pellistrandi. Vous êtes général. Est-ce que vous avez l'impression que le clash entre Donald Trump et le président donc Zelensky nous rapproche un petit peu plus de la guerre? En tout cas, elle ne rapproche pas de la paix en Ukraine. Alors, je pense qu'il faut d'abord calmer en quelque sorte le jeu et bien faire comprendre à tous ceux qui nous regardent que on ne verra pas des chars russes sur nos terres agricoles dans le quart nord-est. Ça appartient à l'histoire. Mais nous rentrons dans une période géopolitique extrêmement compliquée dans laquelle toutes les cartes sont rabattues. La question des alliances militaires et du lien transatlantique sont maintenant à nouveau sur la table et dans un contexte où la Russie va rester une puissance agressive et menaçante. Et donc qui aura un impact sur nos vies quotidiennes par une guerre hybride qui va par exemple de cyberattaques contre des municipalités qui peuvent aller sur des sabotages d'installations ferroviaires, on l'a vu en Allemagne, et qui auront un impact sur le quotidien et donc qui posent aussi de véritables questions sur l'économie et donc sur nos capacités, notre souveraineté en quelque sorte agricole et alimentaire. Donc on rentre dans une période de conflictualité qui va être dure et qui va durer. Sandrine? Oui, alors moi tout à l'heure en aparté, je te citais, alors Napoléon, ensuite on pense qu'on en pense, mais je te citais une phrase qui était se faire battre est excusable, mais se faire surprendre est inexcusable. Et en fin de compte, on se fait surprendre de plus en plus. Enfin, on s'étonne de se faire en fin de compte surprendre. Et moi, mon sujet sur ce que je travaille et sur ce qui m'intéresse, c'est la résilience de nos territoires. C'est-à-dire concrètement, demain, un train saute, une cyberattaque saute, comment on fait? Et est-ce qu'on a tenu compte, en fin de compte, de ce qui s'est passé pendant le Covid, où on savait que ça a été déjà très limite. Et là, excusez-moi, mon collier m'ennuie. Et là, on se rend bien compte qu'on n'est pas prêt. On commence à se préparer, on n'est pas prêt. À la région Île-de-France, ils travaillent sur 1000 jours de résilience alimentaire. Mais est-ce que c'est suffisant? En fin de compte, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Le général l'a dit. On ne sait absolument pas ce qui va nous arriver. Et en fin de compte, Kissinger disait toujours, celui qui maîtrise l'alimentation tient la population en son pouvoir. Et la précédente citation, c'était Napoléon? Ouais. Voilà. Mais ça tombe bien, on a un expert de tout ce qui est flux avec Stéphane Linou qui a produit notamment Résilience alimentaire et Sécurité nationale. On a combien de jours justement en cas de blocage? En cas de blocage, on a à peu près 2 jours, 2 jours de stock, ce qui est extrêmement inquiétant puisque dans le même temps, nous sommes devenus intolérants à la frustration et nous ne sommes pas préparés. Et très concrètement, notre alimentation, notre agriculture est complètement déterritorialisée. Donc ça, c'est le fruit de plusieurs décennies d'hyperspécialisation des territoires. C'est-à-dire que par territoire, il y a 2% d'autonomie alimentaire. 98% de notre alimentation arrive par les camions venant d'autres régions et d'autres nations. Et très concrètement, je l'avais donc imaginé donc, il y a 25 ans et dans Résilience alimentaire et Sécurité nationale,
il y aurait tout notre continuum sécurité-défense qui serait complètement affaibli parce qu'il y aurait une saturation de tous nos maillons, police municipale, police nationale, gendarmerie nationale, le reste de l'armée, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'entre-deux entre les 2% d'autonomie alimentaire que nous avons par territoire et le 100% qui serait l'autarcie et que je ne souhaite pas. Donc, très concrètement, préparer les populations avec des filets de sécurité alimentaire, donc la résilience alimentaire de nos territoires, est une question d'ordre public et de sécurité nationale. C'est pour ça que je propose de passer par une autre sécurité, la sécurité civile, qui est un angle à travers lequel on peut rentrer pour préparer les populations, payer au juste prix nos producteurs avec une partie de la commande publique. Donc en fait, c'est tout simplement, on n'invente rien, le plus vieux sujet du monde, qui est le lien entre alimentation et sécurité. Et lorsqu'on parle de défendre son sol, défendre sa terre, ça prenait tout son sens, puisque c'était notre subsistance. Alors comment ça se fait qu'en temps de paix, on détruit nos sols, on détruit notre terre? Donc la préservation du foncier dans sa surface, mais également dans sa profondeur, ce qu'on appelle l'occupation des sols dans les deux dimensions, elle doit être faite en temps de paix pour préparer à nos temps très incertains. Voilà. Jérôme Pélissandry, il faut souvent se plonger dans l'histoire pour comprendre peut-être ce qui pourrait se passer dans le futur. Entre les deux guerres, entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un ministère du ravitaillement. Mais la situation, justement, en répartition donc de la nourriture et de la production de nourriture, était différente. Oui, durant la Première Guerre mondiale, d'abord il y a la mobilisation générale à partir de juillet, fin août 1914, qui se traduit d'ailleurs par de facto une pénurie de main-d'œuvre masculine à l'automne au moment de la récolte, et ce qui fait que ce sont essentiellement les femmes, les enfants et les vieillards qui déjà d'ailleurs travaillaient dans le domaine agricole qui ont dû assumer. La seule chose, c'est que donc il y a la problématique. Alors pendant la Première Guerre mondiale, la problématique du ravitaillement, c'est essentiellement vers les troupes qui sont engagées, plus d'1 million d'hommes. Il faut les nourrir, il faut les ravitailler, il faut leur apporter du vin. Sachant que globalement, la population française n'a pas souffert de problèmes de ravitaillement parce qu'on est encore dans une France majoritairement rurale avec des productions locales. La Deuxième Guerre mondiale est très différente parce que d'une part, il y a l'occupation allemande, il y a la ponction par les occupants nazis qui est colossale, où il y a un transfert massif de production agricole vers le Troisième Reich, et le fait que les villes ont grossi. C'est-à-dire que c'est toute la difficulté du ravitaillement qui n'avait pas été prévu pour l'agglomération parisienne, l'agglomération lyonnaise, avec de facto des circuits parallèles, marché noir et ainsi de suite. Bon, aujourd'hui, et c'était très intéressant au moment de la crise du Covid, parce que effectivement, s'est posé la question du ravitaillement de mégapoles, comme l'agglomération parisienne, c'est 10 millions d'habitants, et c'est pas en faisant pousser des tomates cerises sur les balcons qu'on peut nourrir une population. Et donc, ça oblige à revoir complètement ou à anticiper pour avoir des capacités qui permettraient, en cas de crise, de réagir. Je finis juste un exemple. Par exemple, la production d'engrais. Aujourd'hui, penser qu'on peut faire une agriculture sans aucun engrais me semble difficile. Bon, mais d'où viennent les engrais? On importe de plus en plus d'engrais de l'extérieur. Alors, si on décide, par exemple, de créer, il faut créer une usine d'engrais, vous aurez tout de suite des oppositions locales disant pas dans mon jardin, ainsi de suite. Et donc, c'est la difficulté auquel on est confronté entre ce qui est nécessaire, qui est souhaitable, et puis une opinion publique qui est très compliquée et qui ne voit pas tous les enjeux qu'il y a actuellement. Alors je vais vous donner la parole, mais déjà pour apporter quelques faits chiffrés par rapport à cela, entre 2021 et 2023, l'importation d'engrais russes en France a augmenté de 80%. C'est-à-dire que là où on voulait freiner en fait l'importation de produits venant de Russie et de Biélorussie,
Au contraire, on a eu en fait une montée en puissance des importations. Les bateaux, soi-disant d'une société chypriote qui était avant une société russe, déchargent dans les 3 ports, Saint-Nazaire, Bordeaux et Le Havre, donc de l'engrais qui est mis dans des big bags et vendu aux coopératives et aux négociants sans identification d'origine. Et aujourd'hui, je ne sais pas si le chiffre est vrai, mais on dépend à 10% donc de Poutine en matière d'assiette végétale. Voilà. C'est-à-dire notre et Trump aussi, mais en plus alors ça. Mais déjà 10% uniquement. Et ça pose une véritable question. Oui, et je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais à la crise, en fin de compte, à cette crise, en fin de compte, ce que j'appelle aussi des crises un peu économiques, c'est sursaut économique, on a aussi des enjeux climatiques. Donc on sait bien que les gens vont chercher, par exemple, si on prend les États-Unis, leur grenier, leur oasis qui s'appelle la Californie, il est en train de s'assécher. Et tous les présidents américains, quels qu'ils soient et de quelque bord qu'ils soient, je te l'avais dit en aparté tout à l'heure, le disent tout le temps. Le mode de vie américain est non négociable. Donc ils iront toujours chercher la matière première dans d'autres pays. Et c'est ce qu'ils essayent de faire avec les terres rares, voilà. Ouais. Et Monsieur Trump est un businessman, donc on doit aussi penser à ça. Nous, on est trop dépendants de nos importations. Tu l'as dit au niveau des engrais, au niveau du carburant aussi. Et donc, en fin de compte, on doit travailler. On doit diminuer cette dépendance que l'on a par rapport aux autres, comme le disait aussi Stéphane. Frédéric, vous avez une vision européenne. Est-ce qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui, notamment de la dépendance aux engrais russes? Je crois qu'il y a justement un texte réglementaire qui doit arriver devant le Parlement. Tout à fait. Ça a été adopté par la Commission il y a une quinzaine de jours. C'est dans le 15e train de mesures, si ma mémoire est bonne. On va cesser les importations d'engrais russes qui aujourd'hui permettent de financer l'effort de guerre de Poutine. Oui, puisqu'il y a une taxe de 7% chaque fois qu'il y a un bateau qui part, 7% du prix qui finance l'effort de guerre. Voilà, et donc là, il s'agirait de se passer d'engrais russes. Il y a une prise de conscience aussi au niveau européen sur la disponibilité de l'alimentation. Il y a une directive qui est passée assez inaperçue au niveau français, qui s'appelle la directive sur la résilience des infrastructures essentielles, qui va être traduite dans le droit français. Là, le projet de loi est sur la table, il a été présenté au Conseil des ministres le 15 octobre dernier. L'alimentation fait partie de ces secteurs essentiels. Les opérateurs auront à identifier les vulnérabilités et à établir des stratégies pour pallier des problèmes de pénurie et de rupture d'approvisionnement. Sur le plan agricole aussi ? Voilà, c'est ça, alimentation et agriculture. C'est assez nouveau. Ah, mais c'est complètement nouveau, bien sûr. Là, je passais pour un extraterrestre il y a quelques années, mais c'est vrai que un visionnaire, Stéphane, tu es un visionnaire. Non, mais là, l'essentiel, c'est qu'on s'y mette, c'est qu'on se mette au boulot, voilà. Mais ça fait 60 ans qu'on est dans une ébriété énergétique telle que on a oublié le plus vieux sujet du monde, voilà. Se nourrir et sécuriser cette nourriture et les conditions de la produire et préserver ce qui permet la nourriture et notamment les sols vivants et l'eau, entre autres, et les semences et tout cela. Tanguy. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Stéphane juste avant, qui est de dire il faut quand même penser là où on en est en temps de paix aujourd'hui. Ce qu'il faut rappeler, c'est que 10% des personnes qui vivent en France dépendent aujourd'hui de l'aide alimentaire. L'aide alimentaire, c'est quoi ? C'est une aide d'urgence. Moi, quand j'étais à l'école primaire, on envoyait des sacs de riz pour la Somalie. Il faut comprendre que 10% des Françaises et des Français aujourd'hui dépendent de la même aide pour se nourrir. Donc, il ne faut pas attendre la guerre déjà pour faire quoi que ce soit. La deuxième chose, et ça c'est ce qu'on révèle dans notre rapport qui vient de sortir, qui s'appelle Souveraineté alimentaire, un scandale made in France. Cette souveraineté alimentaire, désolé de vous contredire, elle n'est pas à sauvegarder, elle est à reconquérir. C'est-à-dire que on exporte 43% de ce que produisent nos terres. En face, on importe l'équivalent de la production de 10 millions d'hectares, c'est la surface de la Suède. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on peut être autosuffisant en blé, à condition d'avoir du gaz russe pour faire des engrais, mais que par exemple en fruits et légumes, même si on décidait de consommer tout ce qu'on produit avant d'exporter, on ne pourrait pas se nourrir. Donc en cas de choc, que ça soit une guerre, mais que ça soit un choc sanitaire ou environnemental, en fait, on est incapable de se nourrir. Et la question de réorganiser notre système alimentaire et de le reconnecter à notre système agricole est important. Et j'en finis, et je vois que Frédéric a envie de reprendre la parole. Si on monte à l'échelle européenne, donc là, on exporte 12 millions d'hectares,
on importe 10 millions d'hectares. Donc en net, on exporte 2 millions d'hectares. À l'échelle européenne, en net, on importe 30 millions d'hectares. Donc la réorganisation, elle est massive. L'idée, c'est pas d'être autarcique, mais l'idée, c'est quand même d'être un tout petit peu robuste. Donc, compte tenu de l'économie qui génère de la valeur ajoutée, de la marge à exporter, à commercer, d'où les camions, les bateaux qui traversent la planète, aujourd'hui, on a bien compris qu'effectivement, il faut réorganiser. Mais est-ce qu'on aurait le nombre d'hectares suffisant pour nourrir la population? Dans le cas idéal, certainement, de se dire, ben voilà, s'il fallait tout cultiver chez nous, est-ce qu'on pourrait nourrir ou pas? Alors, le potentiel nourricier de la France, à agriculture constante et à climat constant, et j'y reviens juste après, c'est 130%. Donc oui. Par contre, la façon dont nos territoires sont organisés, dont notre production est organisée, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit l'équivalent de 200% du blé pour nous nourrir, mais on ne produit pas du tout assez de fruits et légumes, on ne produit pas assez de volailles, on ne produit pas assez de porc. Donc il y a une réorganisation interne, le potentiel est là. Demain, avec une baisse des rendements liés au changement climatique, une volatilité des prix liés à des crises internationales, ça n'est pas garanti. Et donc ça veut dire qu'il faut aussi penser à l'avenir, une écologisation de notre agriculture, une adaptation au changement climatique. Ça veut dire arrêter le gaspillage, ça veut dire changer notre assiette, et ça veut dire aussi que le droit fondamental qui est le droit à l'alimentation, c'est un droit onusien, c'est pas rien. Aujourd'hui, il est inféodé à la loi du marché, il est inféodé à la loi du profit, et que peut-être qu'un droit aussi fondamental que celui à l'alimentation devrait être mis un tout petit peu plus haut dans le rang de nos priorités et ne pas être jeté en pâture sur les marchés. Je vous donne la parole juste après, Jérôme et Frédéric, mais d'abord, je voudrais avoir le regard de Sandrine en tant qu'agricultrice. Oui, alors moi je vais commencer par quelque chose que je n'avais pas prévu, mais pour faire écho à ce que disait monsieur qui est général. Si j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec vous, c'est parce que mon papa, qui est né prématuré pendant la guerre, a été nourri avec du petit épeautre de Haute-Provence, qui est la céréale que je cultive, parce que ce n'était pas prélevé par les Allemands. Et du coup, le monde de paysans pouvait se nourrir avec cette céréale. Et aujourd'hui, je porte haut les couleurs du petit épeautre de Haute-Provence, je l'ai dans l'ADN, et ayant grandi avec les tickets de rationnement posés sur le buffet de ma grand-mère, mon engagement pour l'alimentation est indéboulonnable. Moi, je suis productrice bio. Vous aurez compris pourquoi. Aujourd'hui, c'est vrai que l'agriculture est un sujet qui vient vraiment sur toutes les tables. Et l'agriculture biologique, en fait, c'est quand même un mode de production qui permet de ne pas dépendre ni de Trump, ni de Poutine. Aujourd'hui, alors, je suis dans une région où nous avons 40% d'agriculteurs bio. En gros, 40% de producteurs, 40% de superficie. On a développé énormément de réseaux de magasins de producteurs. C'est comme on est habitué dans le sud en étant au front des évolutions climatiques et du coup, on va dire à manger peu gras et en tout cas conscient de la ressource et qu'il faut préserver l'eau, qu'il faut préserver les sols, avoir des sols vivants et préserver aussi le tissu humain parce que je pense que ce sont des valeurs qui sont très fortes et qui vont justement nous fédérer parce qu'au final, l'assiette est porteuse de beaucoup de valeurs et de beaucoup de sens. On est dans un mouvement de sécuriser l'alimentation. Et on a, alors je ne vais pas parler trop du réseau des chambres d'agriculteurs dans lequel je suis investie, mais les chambres ont travaillé, ont sécurisé à peu près 860 filières territorialisées. Donc c'est énorme. On a été là, par exemple, au moment du Covid, pour être le maillon, l'intermédiaire entre la production, les centrales d'achat, la grande distribution, les réseaux de magasins de producteurs, les réseaux spécialisés. Donc, pour sécuriser l'alimentation, il faut aussi que l'ensemble des acteurs du territoire s'emparent des outils, les aient à connaissance, s'en emparent pour pouvoir être efficients collectivement. Et aujourd'hui, dans mon territoire, dans mon département particulièrement, il y a des réflexions pour justement, autour des PAT, pour justement bien avoir à l'esprit tout ce qui est fait, tout ce qui est produit, tout ce qui potentiellement pourrait être produit, et un énorme travail pour essayer de fédérer, coordonner et travailler le plus en local possible. Aujourd'hui, on sait que pour l'agriculture biologique, on a 80% de la consommation qui est de la consommation nationale. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très fort. On essaie de communiquer, de faire beaucoup de pédagogie pour rendre l'agriculture biologique
la plus proche des citoyens pour inciter le consommateur à prendre conscience qu'en fait, quand il dépense dans un produit bio, il investit sur le territoire national. Donc, l'agriculture biologique concourt à la souveraineté alimentaire. Ça, c'est une chose. Ensuite... Vous aurez la parole par la Allez, suite. on continue. Jérôme, vous le souhaitiez, et puis Frédéric, réagir. Deux idées complémentaires qui vont dans le sens de ce qui a été dit. C'est effectivement prendre en compte la question des territoires, parce qu'on ne doit pas du tout raisonner de la même façon entre les plaines céréalières du Césalier, l'agriculture de montagne, l'agriculture de bord de mer. Et ça, c'est une dimension qui doit être reconquise à la fois par les agriculteurs, les collectivités territoriales qui sont mieux à même. Et puis, il y a quand même un problème de fond, c'est le consommateur. Bon, qui est très contradictoire parce que il veut des produits toute l'année avec des importations qui sont importés des avocats du Pérou. Bon, c'est peut-être très bien pour les Péruviens, mais est-ce que c'est cohérent en temps de crise? Il y a aussi cette réflexion à avoir. Et ce qui veut dire aussi qu'en temps de crise, et si on était confronté là par rapport à la guerre, il faudrait réfléchir sur dans les nombreuses filières du monde agricole, quelles sont celles qui sont absolument prioritaires pour l'alimentation et le ravitaillement de la population, et celles qui de facto deviennent secondaires. Par exemple, soyons honnêtes, l'horticulture deviendrait secondaire par rapport à des problématiques autour de céréales, viande, produits laitiers. Voilà. Et ça, c'est un travail qui doit être fait en amont avec tous les acteurs et pas uniquement par des décideurs parisiens ou bruxellois qui sortiraient des tableaux. Il faudrait être capable de coucher sur une feuille de papier, en fait, quelles sont les filières prioritaires. Alors, dans l'ordre, Frédéric d'abord. Je ne vais pas lister les filières prioritaires, mais juste rappeler que je pense qu'il faut raisonner surtout au niveau européen. Effectivement, au niveau français, on a un grand producteur agricole. Tu as parlé de 130% de notre capacité à assurer nos besoins. Faut vraiment raisonner au niveau européen. Et outre ce que j'ai dit tout à l'heure là sur les infrastructures critiques, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment sur la question des stocks alimentaires, des stocks stratégiques. Il y a un rapport qui est sorti au mois de novembre du nom de l'ancien président finlandais, Monsieur Niinisto. Qui a planché sur l'avenir de la défense et de la sécurité européenne et qui prône la mise en place de stocks alimentaires au niveau européen. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà des stocks alimentaires, des stocks stratégiques en Allemagne, en Finlande et en Suisse. En France, pour l'instant, c'est pas vraiment un sujet et il va falloir que ça le devienne. On le voit aussi sur les médicaments. Il y a une directive qui va sortir d'ici l'été où chaque État membre sera sommé d'avoir un minimum de stock et une coordination sera faite par la coordination. On a les mêmes enjeux. On a eu avec le Covid déjà un sérieux avertissement. On a eu des ruptures de stock de farine en France. Il faut quand même le rappeler, ce qui est quand même paradoxal pour le premier producteur de céréales européen. Malheureusement, les sacs de farine, ils sont faits en Allemagne. Et il y a eu des petits problèmes d'approvisionnement à un moment donné. Faut en avoir conscience. On a besoin d'être plus sérieux là-dessus pour éviter la fragmentation du marché commun. C'est une réalité. Et on a eu un deuxième avertissement aussi avec la guerre en Ukraine en 2022-2023 avec 25% d'inflation. Et ça, ça montre bien que notre souveraineté alimentaire est loin d'être suffisante parce que forcément la sécurité alimentaire, c'est pas seulement avoir la production, c'est la disponibilité, c'est l'accès et c'est la stabilité. Donc il faut effectivement s'emparer de l'ensemble de la problématique et pas être dans une logique très réductionniste où on dit on est à 130%, donc on est souverain et on est capable d'assurer la sécurité alimentaire. On est un peu à côté de la plaque en France quand on voit certaines lois, notamment la plus récente et celle qui arrive du sénateur Duplon. Sur la loi d'orientation agricole. Dans l'ordre, donc, Sandrine. Moi, je voulais juste parler de deux petits points. Un, quand on parle résilience alimentaire, on pense souvent hexagone. Mais par exemple, en cas de crise, nos dom-toms, nos pays d'outre-mer, ils seraient très rapidement asphyxiés si on n'était pas capable de les nourrir. Il ne faut pas penser que hexagone, mais aussi on doit penser à
aux Français des Outre-mer. Et deux, le consommateur. Effectivement, pendant le Covid, j'avais écrit un petit livre sur les stratégies des marques post-Covid. On s'était rendu compte qu'il y avait, alors pour ceux qui ont été à l'école et qui ont appris ça, la pyramide de Maslow et la pyramide des besoins, qu'effectivement les Français se ruaient dans les magasins parce qu'ils avaient l'impression qu'on allait manquer. Et on était, j'allais dire, juste en période de Covid. Et là, moi, je suis persuadée que comme ma grand-mère, donc qui est la pauvre est morte mais a vécu la guerre, eh ben on va retrouver des placards où les gens vont recommencer à faire des stocks de nourriture. Pourquoi ? Parce qu'on se rend bien compte que la situation, je ne sais pas si on peut dire normale ou pas normale, mais il se passe quelque chose. Et donc, très rapidement, comme pour le Covid, on s'est retrouvé avec des... Moi, je me rappelle avoir été au magasin, il n'y avait plus rien à acheter le jour même. Il fallait revenir le lendemain. Et que suite à ça, en fin de compte, par exemple, le ministère a décidé de lancer la nouvelle structure qui est dans le nord de Paris, qui s'appelle Agorali, mais tout à l'heure, le général nous parlait de logistique. Ça, c'est des sujets sur lesquels, encore en France, alors que le président Macron a toujours dit on est à la fin de la période d'abondance, et ben moi, j'ai l'impression que le consommateur, il réagit pas trop à ça. Tanguy. Merci beaucoup, parce que je voulais rebondir sur le consommateur qui, je pense, a bon dos. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux parler à l'électeur et aux citoyens qu'aux consommateurs. Parce que le consommateur, il mange ce qu'on veut bien lui proposer, et que je pense que l'industrie agroalimentaire, et notamment la publicité, est un facteur beaucoup plus important que n'importe quelle tendance de ce qui pourrait se passer dans la psyché du consommateur. Donc ça, c'est une première chose. Et ça nous permet de revenir sur la question de la loi. Parce qu'effectivement, on a une loi d'orientation agricole qui vient de passer, qui s'attaque à la souveraineté alimentaire, et on le disait, l'orientation spatiale de l'agriculture, qu'est-ce que produisent les terres, à qui vont les terres, vont-elles pour nous nourrir, pour produire de l'énergie ou autre chose? Cette question n'a pas été abordée dans cette loi. On a une nouvelle loi, comme le disait Frédéric, qui arrive au Sénat, qui s'appelle la loi dite Duplon, du nom du sénateur Duplon, qui ne dit rien de ça. Depuis 2018, le gouvernement nous promet une loi foncière qui pourrait permettre de trancher des choses là-dessus et de réorganiser le modèle. C'est le serpent de mer. Oui, mais il y a un moment, on va se faire bouffer débusquer par le serpent. Il faut quand même garder ça en tête. Mais vous avez raison. Il y a tellement d'intérêts en jeu que personne n'a envie, aucun gouvernement, de la remettre sur le dessus. Et je termine vraiment. Moi, je pense qu'aucun électeur, aucun citoyen n'a jamais voté pour un programme politique qui dit « nous allons orienter nos terres vers l'export ». C'est un déni de démocratie. Donc là-dessus, il y a quand même quelque chose à faire. Que les partis politiques s'en emparent ou le mettent plus à l'avant, mais aussi que les médias le relaient, parce que si un parti politique le met à l'agenda mais que le média le relaie pas, ça ne sera pas un thème de campagne. Donc là, il y a un vrai effort de communication nationale sur le sujet. Sandrine. Oui, moi je pense que le diplôme d'état de l'agriculture biologique, l'agriculture biologique, et le diplôme d'état de l'agroécologie, et il faut qu'on fasse irriguer les pratiques qui marchent auprès de l'ensemble des agriculteurs. Et pour ça, il y a des salons, il y a un gros transfert en fait de connaissances, de compétences pour équiper tout le monde sur ce qu'on peut faire pour aller mieux au niveau du sol, du bien-être des animaux, etc. Et surtout avoir des bons produits dans l'assiette. Moi, je voudrais revenir sur la loi Egalim, qui impose donc l'introduction de l'utilisation de produits sous-SICO et AB dans l'assiette. Mais attention, on reste bien dans la logique de conflit armé. Je suis d'accord avec vous, ça peut avoir un lien, mais restons bien dans le sujet. Et en fait, aujourd'hui, on parle de souveraineté de l'assiette, mais il ne faut pas embarquer que les agriculteurs, que le monde agricole, que les industriels qui permettent aussi d'avoir ces produits-là à portée de l'ensemble des consommateurs. Il faut aussi équiper l'ensemble des opérateurs pour utiliser les produits. Et il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Je reviens à l'échelle du territoire. Introduire des produits que les cuisiniers connaissent pas forcément, de filière locale. Ça demande beaucoup d'informations, beaucoup de temps de formation. Et donc, il y a aussi toute une éducation à faire, tout un accompagnement qui est urgent, nécessaire de financer, de promouvoir, pour qu'on puisse arriver à avoir ces produits qui sont faits avec des ressources qui ne viennent pas de l'extérieur et sécuriser l'assiette des consommateurs. Frédéric.
Oui, je pense qu'il faut reconstruire la souveraineté alimentaire et c'est au niveau européen qu'il faut le faire. Ça passe par améliorer l'organisation de nos producteurs, ça passe par être capable de gérer nos crises avec des stocks notamment, et ça passe par notre capacité à refuser d'importer des produits qui respectent pas nos normes et nous défendre face à du dumping. Donc on a cet enjeu-là au niveau européen. Il faut à tout prix que la France, que le gouvernement français se projette davantage à Bruxelles, parce que c'est en ce moment que ça se passe, avec le début du mandat européen. C'est urgent. Et je voulais dire aussi que voilà, il se passe beaucoup de choses au niveau des collectivités locales, et c'est vraiment fondamental que tout ce mouvement de résilience alimentaire des territoires prenne forme. Et c'est très enthousiasmant pour beaucoup d'élus locaux qui font des choses formidables. Les agriculteurs, on voit aussi une concrétisation directe. Donc voilà, à tous les étages, il faut penser la reconstruction de la souveraineté alimentaire. Alors, on va attaquer la troisième partie du débat et la dernière, c'est-à-dire pourquoi ça se fait pas. Ce débat, on aurait pu l'avoir en 2021 au début du convoi, en 2022 au début du conflit ukrainien. On aurait pu l'avoir en 2014, on aurait pu l'avoir bien avant. Et pourtant, on a l'impression qu'on tourne en rond et que ça avance pas vraiment. À votre avis, pourquoi cela ne se fait pas? Allez-y. Je parlais d'inféoder le droit à l'alimentation à des questions économiques. Je pense qu'on est là-dedans. C'est qu'il y a des acteurs qui tirent les marrons du feu de cette situation et qui n'ont absolument pas intérêt à ce que ça change. Et vous pensez à qui? Je pense notamment à l'agroalimentaire. Donc les industriels de l'agroalimentaire. Voilà, et la distribution dans une moindre mesure. Je pense aussi que certains agriculteurs en France s'en tirent très très bien. On a fait les gorges chaudes sur les revenus des agriculteurs. 18% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté. C'est tragique et c'est plus que la moyenne française. Mais les 10% des agriculteurs les plus riches gagnent plus que les 10% des Français les plus riches. Et ça n'a pas du tout été dit. Et ça nous permet de redescendre. Pourquoi je parlais du citoyen plutôt que du consommateur? Aujourd'hui, on dépense 48 milliards d'euros, je répète, 48 milliards d'euros, on chipotait pour 5 milliards sur le budget, de dépenses publiques dans le système alimentaire en France. 9 milliards d'euros de la PAC et tout un tas d'autres choses, notamment des exonérations de cotisations sociales massives qui créent des trappes de précarité, notamment dans l'industrie agroalimentaire. Donc là, il y a une capacité de redistribution économique. Aujourd'hui, M. Beignet, qui possède Lactalis, ne fait pas 1 euro de marge en France s'il n'est pas nourri d'aide publique. Donc ça, il faut quand même garder en tête que nous avons cette capacité d'action aujourd'hui. Elle n'est pas du tout mise en œuvre parce que nous voulons sauvegarder des fleurons, nous voulons maintenir une balance exportatrice et nous mettons en danger pour qu'un tout petit nombre d'industriels fassent des gros profits. On met en péril notre capacité à nous alimenter. Sandrine, vous les connaissez bien, les industriels de l'agroalimentaire. Vous Et confirmez, vous validez ou pas? Je confirme tout à fait ce que tu dis et j'ajouterais même une autre chose et je remercie Xavier Lepage de m'avoir appris cette expression, une troisième paire de lunettes. C'est-à-dire que pour l'instant, on voit en 2 dimensions. Les entreprises agroalimentaires, je dirais même que les politiques voient en 2 dimensions. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils voient un intérêt, ne pas perdre d'emploi. Je reviendrai pas sur des histoires de taxes soda et d'autres scandales de ce type-là. Mais maintenant, il faut voir en 3 dimensions. Comme le disait le général, il y a une dimension géopolitique, en fin de compte. Et les entreprises agroalimentaires, les agriculteurs, et là, je poserai la question parce que je n'ai pas assez de chiffres. Est-ce qu'il y a déjà assez d'agriculteurs sur les terres pour pouvoir produire? Parce qu'on n'en a pas parlé, mais peut-être quelqu'un voudra en parler et aura des chiffres de dire. Mais est-ce que si demain on doit reprendre une production un peu plus intensive, on a déjà le monde là. Mais je terminerai sur mon propos, c'est qu'en fin de compte, il faut qu'on se greffe une 3e paire de lunettes pour voir en fin de compte notre vie économique et la vie économique de l'entreprise et du territoire à l'aune, quand il se passe quelque chose, un peu l'effet papillon, quand il se passe quelque chose à Washington, en fin de compte, ça va jouer quelque chose dans notre assiette. Et je prendrai juste un seul exemple. J'avais écrit ma newsletter au mois de novembre. À peine arrivé le président Trump, j'ai dit, les États-Unis vont nous dicter notre assiette demain. Et Xerfi a posté cette semaine un post, Mathéo, je te salue, disant que les entreprises américaines rentraient dans une espèce de forme de wokisme, c'est-à-dire fini l'alimentation végétale, c'est devenu wokiste, fini la viande synthétique, on en pense ce qu'on veut, c'est wokiste, donc ils nous dicteront bien notre assiette, si on ne réagit pas, ils nous dicteront bien notre assiette demain. Donc c'est ces petites choses-là qu'il faut impérativement voir, mais peut-être que Frédéric ou Sandrine ont des infos, voire même Stéphane sur les agriculteurs.
Un Merci. point, c'est que Parlez bien près. quand on parle de conflit armé et guerre, ça fait peur. Ça oblige à remettre en cause des décennies des fameux dividendes de la paix. Très concrètement, le budget de la défense française est cette année de 2,03%. Il faut urgemment monter à 3,5%. Pas dans 3 ans, peut-être dès l'année prochaine. Ça veut dire qu'il va falloir sortir 15 milliards supplémentaires pour la défense pour 2026. Il va falloir les prendre où? Et quand on parle défense, eh bien, il y a tout derrière cet effectivement écosystème sur lequel il faut réfléchir. On a basculé en l'espace d'un mois de monde géopolitique. Je crois que c'est quelque chose dont on ne perçoit pas encore toutes les conséquences, avec le retour des empires prédateurs. Pour le moment, on était, je dirais, de gentils herbivores, et on est entouré désormais de tyrannosaures, que ce soit le tyrannosaure russe, le tyrannosaure chinois. Alors chacun ils ont leur méthode, qui sont pas les mêmes, et on a désormais effectivement le tyrannosaure américain. Donc il faut, il y a urgence. Ce qui est à la fois passionnant et angoissant, c'est que, la réponse ne peut pas être nationale. Ceux qui disent replions sur nous, fermons nos frontières, mentent, parce que c'est là où la dimension européenne est absolument indispensable, parce que nous sommes retournés au rapport de force. Vous savez, c'est Staline qui disait le pape, combien de divisions? Eh bien, c'est combien de populations, combien de millions d'hectares, combien de bateaux de pêche. Donc, retour au rapport de force. Il faut à la fois raisonner sur le plan européen, raisonner sur le plan national et régional, local. Mais aujourd'hui, on change de monde géopolitique et très sincèrement, je suis incapable de vous dire, quand on se retrouvera dans 1 an ici, à quoi ressemblera l'organisation de la sécurité en Europe, qu'est-ce qui se sera passé. Donc il y a urgence. Monsieur le Général, j'ai envie de vous poser une question. La grande réorganisation sur le plan agricole et agroalimentaire, d'accepter de perdre du chiffre d'affaires à exporter, etc., tout ça, des industries agroalimentaires notamment. C'est pas perdre du chiffre d'affaires, c'est réorienter du Oui, chiffre d'affaires. réorienter. Non, mais Ça veut dire que c'est une destruction schumpeterienne. À un moment donné, il faut appuyer sur un bouton et puis reconstruire derrière. Est-ce que, ça fait 3 ans qu'il y a la guerre en Ukraine, est-ce que c'est vrai cette notion qu'on aurait 3 jours de munitions au rythme d'une guerre Je veux rassurer intensive. les spectateurs. Est-ce que l'armée l'a fait Non, cette en 3 ans, on a énormément progressé. D'une part parce que depuis, en fait, avant même la guerre, depuis 2017, les budgets de la défense ont augmenté. La seule chose, c'est qu'il a fallu rattraper des décennies de désarmement, remonter en puissance. Je vais vous donner un exemple très concret. En 2022, au moment du déclenchement de la guerre, il fallait 30 mois pour fabriquer un canon César, et l'industriel en sortait 2 par mois. Aujourd'hui, il en faut 15 et il sort 10 canons par mois. Donc il y a une accélération. Mais Et voilà. combien on a de camions, César? Ça progresse. On est Quelques dizaines. Non, on en a plus. Mais il est vrai que on est vraiment confronté à une situation. Je l'ai écrit. C'est à la fois, alors je dirais pour ceux qui ont un peu de culture historique, on a en même temps Munich 1938, où à l'époque ce sont les Français et les Britanniques qui ont lâché la République tchécoslovaque. On sait ce qui s'est passé après. On a le pacte germano-soviétique, c'est-à-dire en fait l'alliance Hitler-Staline, et on a Yalta. Et on est confronté aujourd'hui à des événements de la même nature. C'est là la gravité de la situation et qui auront donc forcément un impact sur ce que l'on fait aujourd'hui. C'est pas uniquement un problème de défense, c'est un problème de souveraineté agricole. Tous ces éléments-là vont être remis sur la table. Maintenant, ce qui est très important, c'est réfléchir en européen, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Penser qu'on pourrait se replier sur son petit territoire en pensant qu'on y arrivera, non, là, on se fera laminer. Alors certes, le pire n'est pas certain, mais il faut anticiper. Est-ce que vous, Frédéric Ourleux, qui avez suivi des cortèges d'hommes politiques dans le salon, est-ce que vous avez entendu parler de l'organisation nécessaire compte tenu du conflit géopolitique actuel, ou est-ce qu'on a juste serré des mains, mangé du saucisson et parlé de questions franco-françaises? Les deux, mon capitaine. Non, il y a une vraie prise de conscience du côté de nombreuses organisations professionnelles, toutes en fait.
On sent bien que voilà, il faut sortir de la naïveté, l'internationalisation de l'agroalimentaire, qui est l'objectif depuis 30 ans. C'est fini. Il faut pouvoir penser la résilience alimentaire. Il y a effectivement une perspective anxiogène avec la guerre, on en parle, mais il y a aussi d'autres enjeux de sécurité, de sécurisation économique. C'est un des mottos à Bruxelles. La première d'entre elles, c'est de pouvoir gérer l'inflation. Il y a des macroéconomistes aujourd'hui qui vous disent que face à ce qu'on appelle la shockflation, l'inflation causée par des chocs, remonter les taux d'intérêt à Francfort n'a aucun intérêt. Il n'y a aucun effet sur le prix de la tomate d'une élévation des taux d'intérêt. Pour ça, il faut pouvoir avoir des stocks. C'est ce que certains macroéconomistes comme Isabella Weber Comme disent. pour les carburants. Et on en a, effectivement, tu fais bien de le rappeler, sur le pétrole, on a des stocks stratégiques de 90 jours de consommation. Et en agriculture, il va vraiment falloir que ça finisse d'être un débat interdit, pour reprendre le titre de l'émission. Alors c'est vrai, Stéphane, ça fait des années que je vous vois appeler justement à cette logique de prévoir, d'anticiper, voire de faire des stocks. Alors tout à fait. Alors ça m'a toujours marqué dans le cadre de mes travaux et actions dans les territoires, c'est que ce que l'on a été capable de faire dans les années 60, sous l'impulsion du général de Gaulle, la BITD, la base industrielle et technologique de défense, c'était quoi? Dans l'esprit, c'était, et dans les faits d'ailleurs, évidemment, c'était une autonomie stratégique pour notre défense. Et c'était mettre en place un écosystème d'entreprises pour concevoir et pour produire notre armement. Donc il y avait quoi? Il y a encore quoi? De la commande publique qui donne de la visibilité sur les prix dans le temps et dans les volumes aux entreprises qui conçoivent et qui produisent l'armement. Le reste, pour ces entreprises, c'est l'exportation. Pourquoi on ne le ferait pas pour l'alimentation comme je le propose depuis des années, c'est-à-dire l'équivalent d'une BITD alimentaire qui fonctionnerait dans le même état d'esprit. C'est-à-dire on sécurise à travers la commande publique qui peut être évidemment territorialisée dans le cadre des projets alimentaires territoriaux, les grandes administrations, qui sécuriserait, qui donnerait une visibilité dans le temps sur les volumes et sur les prix aux agriculteurs, et particulièrement ce qui se passe des engrais de messieurs Trump et Poutine, et notamment les agriculteurs biologiques. Le reste, ça serait pour de l'exportation et pour le reste du marché. C'est quand même se nourrir, c'est quand même un besoin physiologique à satisfaire, élémentaire pour moi, la sécurité alimentaire et la sécurité civile à travers laquelle nous allons passer, et ce sont des composantes de notre sécurité nationale. Donc inspirons-nous de la BITD concernant notre défense pour faire une BITD alimentaire. Et pour moi, le ver de terre est le meilleur allié du militaire. Car il soulage ses arrières. Sandrine, Frédéric et Tanguy après. Moi, je voulais parler d'un sujet qui va tout de suite se connecter à l'alimentation, c'est ce qu'on appelle les terres rares. Parce que il faut qu'on ait un stock alimentaire, certes, il faut qu'on ait un stock de carburant aussi, mais il faut aussi qu'on assure les terres rares pour nos véhicules, nos ordinateurs, pour l'Internet, parce que sans cela, c'est le lockdown. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas suffisamment de terres rares pour faire tout cette informatique, toutes ces tablettes, tous ces téléphones, toute cette agriculture connectée? Là aussi, c'est une question qu'on doit se poser. Ouais. Général. Oui, dans l'ordre, Frédéric. Oui. Il faut effectivement trouver le juste équilibre. On ne pourra pas tout produire chez nous, notamment les terres rares. Sur les engrais, voilà, on aura toujours besoin de la potasse marocaine, mais on a besoin de sortir de la naïveté et dans une approche davantage de sécurisation des approvisionnements avec des accords entre pays, des accords de pays à pays. Et si on se rappelle un peu l'histoire, on a commencé l'émission là-dessus, avant la création de l'OMC, on a fait des échanges internationaux, et ces échanges internationaux, on les a fait via des accords sur produits de base. Et on a structuré tout ça dans un accord qui s'appelait l'accord de La Havane en 1948. Il faut revenir à cette logique de sécurisation d'État à État. On va pas non plus se replier, il faut pas prôner l'autarcie. Si on a une grosse crise climatique, on sera bien content d'avoir maintenu des échanges. Donc voilà, il faut sortir la naïveté et retrouver dans l'histoire les choses qu'on a pu faire par le passé. Et je vous passe la parole, mais juste pour compléter, il y a déjà la guerre hybride, la guerre de l'information, par exemple, par rapport au texte européen. Vous voyez beaucoup ressortir aujourd'hui d'articles sur le cadmium par rapport au Maroc qui produit de l'engrais où il y a un peu
de cadmium, incitant à acheter de l'engrais russe. Donc on sent qu'on est déjà dans cette guerre hybride et avec beaucoup de lobbying, je pense, au niveau européen pour essayer de faire pencher la balance sur le fait de ne pas taxer les engrais russes. Tanguy. Oui, deux choses. La première, c'est que on est aussi face à des défis écologiques. Donc les idées de toujours plus et notamment de technologies toujours plus gourmandes en ressources, qu'elles soient matière ou énergie, il va falloir aussi penser à revenir dans une société de sobriété volontaire, choisie et non pas subie et de descente énergétique subie. Donc ça, il faut quand même garder ça en tête. Alors moi, j'ai vraiment aucune compétence, mais je ne sais pas comment le complexe militaro-industriel peut s'adapter à ça. On laissera Monsieur le Général répondre ou pas si on a le temps. Moi, je voulais revenir sur la question des infrastructures civiles. Nous, dans le rapport, donc un scandale made in France, on parle de la plaine de l'Aunis. Donc c'est une plaine qui pourrait largement s'auto-nourrir, où on peut encore faire un peu d'irrigation, même si on va avoir des problèmes dans les années qui viennent, qui produit que du blé. Produit que du blé parce qu'on a investi massivement dans le port de la Palisse, le port de La Rochelle, qui permet d'exporter du blé partout dans le monde. Ça ne nourrit pas le monde, hein. On produit pour 12 milliards d'êtres humains dans le monde, et il y a encore des gens qui ont faim. Donc ce n'est pas un problème de rendement ou de production, c'est un problème d'accessibilité, de solvabilité, de géopolitique. Une fois qu'on a dit ça, nous, aujourd'hui, on travaille concrètement au jour le jour avec des paysans, des paysannes qui veulent s'installer dans ce territoire-là, qui n'arrivent pas à trouver de terre pour produire qui du mouton, qui de la production végétale pour l'alimentation humaine. Et ça dépend de la capacité à réorganiser les filières, avoir des endroits de stockage pour certains types de production. Et on ne fait pas les mêmes infrastructures pour exporter massivement et pour un circuit local. Donc je termine juste avec ça. Il faut vraiment que la puissance publique s'empare de cette question de la structuration et de l'aménagement du territoire pour réaliser le droit à l'alimentation ici et maintenant. Ça préparera les guerres, mais ça sera juste mieux pour nous tous demain. Général Pélistrandré, est-ce que vous savez qu'on a des tracteurs de marque américaine qui ne fonctionnent qu'avec du GPS américain? Si demain Donald Trump dit « stop, c'est fini le GPS », comment on fait? C'est justement aussi l'autre volet qui est très inquiétant, c'est que autour du machinisme agricole qui est absolument indispensable, hein, parce que on peut avoir quelque part de l'utilisation de chevaux, mais il faut des moyens, compétitifs. Et c'est vrai que par exemple, on trouve plus de tracteurs Renault, hein, les marques françaises ont disparu. Et ça, c'était aussi un véritable programme. Alors, il y a quand même des capacités européennes. Par exemple, on a Galileo, hein, qui est l'équivalent du GPS. Mais c'est vrai que, là encore, la problématique de l'échelle, c'est que les États-Unis sont un continent à eux seuls. Donc la production industrielle leur permet effectivement, entre Ford, entre Caterpillar, ils sont capables de fournir. Et donc, nous, on a désindustrialisé, hein, de manière très conséquente, mais il faut quand même souligner qu'il y a en France un certain nombre de start-up dans le domaine agricole, dans le machinisme, qui font des produits tout à fait performants et qui sont d'ailleurs avec aussi un aspect de protection de l'environnement qu'il faut souligner. Hein, il y a capacité à concilier les deux. Maintenant, il faut, là encore, c'est ce que disait Stéphane, il faut aussi qu'il y ait de la commande publique qui permette de lancer les produits et ainsi de suite. Mais c'est vrai que là, il y a un effort à faire. Parce que, effectivement, jusqu'à hier soir, on se disait les États-Unis sont dans notre camp. Vous avez vu le Financial Times qui se pose la question de savoir éventuellement s'il n'y a pas des liens avec la Russie du côté américain. Vous souhaitiez prendre la parole? Oui. Moi, je ne vais pas vous parler de mon tracteur. Il nous reste 3 minutes. Je ne vais pas vous parler de mon tracteur, mais je pense que la souveraineté alimentaire, loin de l'idée d'être en autarcie, elle passera aussi par le lien entre les gens, le maillage qu'il peut y avoir au sein des territoires, tout comme on peut l'avoir en Europe, entre pays. Mais c'est très important. Il faut redonner du sens aux choses. Moi, je dis souvent à mes collègues et à tous les gens que je peux rencontrer, en fait, quand vous mangez, n'oubliez pas que vous mangez votre paysage. Vous le façonnez. On a, dans ma région, je prends cet exemple, on a, avec le Covid, vraiment pris conscience en tant qu'élu de la nécessité d'avoir un maillage territorial pour approvisionner les consommateurs. On a monté des réseaux de magasins de producteurs. Ça a fleuri.
il marche. Vous y trouvez autant l'huile d'olive que le petit épeautre, la viande, les produits laitiers. Et en fait, on a permis aussi de faire redécouvrir l'ensemble des productions qui étaient présentes sur les territoires. Donc il y a un lien fort à faire entre l'ensemble des acteurs. Je suis d'accord avec vous. Des réponses courtes à chaque fois. Moi, je voulais juste conclure, voilà, et je laisserai la parole aux autres. Regardons ce que font dans les Émirats. Les Émirats, c'est un pays où il n'y a rien. Et en fin de compte, ça devient un peu le centre du monde de l'alimentation. Ils font pousser, ils viennent chercher des technologies en France. Si on veut devenir demain prêt à ce qui va nous arriver, parce que ça va sûrement nous arriver, on doit investir de l'argent, comme l'a dit le général. Il faut vraiment redéfinir nos priorités et peut-être regarder ailleurs, de se dire, bah tiens, comment eux ont fait. Nous, on était peut-être un pays agricole, eux ne l'étaient pas, mais le résultat, il est là en tout cas. Tanguy, en cours. Oui, moi, j'aurais bien aimé que vous me parliez de votre tracteur parce que moi, je suis ingénieur agronome, j'ai fait un stage dans une exploitation agricole pendant mes études, j'ai appris à conduire un tracteur, il n'y avait pas de GPS et ça se passait très bien. Et demain, ça se passera très bien sans GPS. Les voitures Renault, elles sont faites en France, mais avec des puces taïwanaises. Et en fait, une voiture, une 4L, ça roulait sans puce et ça roulait très bien. Donc, bon, il faut peut-être améliorer les moteurs pour la pollution, mais je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête, qu'on n'a pas besoin de start-up qui utilisent des terres rares pour faire de l'économie. On le disait en introduction, on peut faire sans engrais de synthèse de l'agriculture, ça s'appelle l'agriculture biologique. Donc dire qu'il n'y a pas de solution quand on dit on peut se passer des pesticides, si, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de solution, mais par contre, il faut une réorganisation du système. Frédéric. Je voulais conclure pour dire que la protection civile, ça s'improvise pas. La protection civile, elle ne peut que se construire en préventif sur les réseaux de solidarité existants. Et en matière agricole, c'est l'implication de nos agriculteurs, de nos collectivités, qui nous permettent de construire cette résilience alimentaire des territoires. C'est là-dessus qu'on pourra s'appuyer le jour venu. Même si effectivement, aux autres échelles, que ce soit nationale ou européenne, on doit aussi être moins naïf et penser notre résilience. Général. Bah, moi, j'ai confiance dans la capacité du monde agricole au sens large, de l'agriculteur à l'industriel, avec tout ce que l'on a dit, à être capable d'innover, à être capable de s'adapter. Et je crois que c'est une force du monde agricole français. Il a su s'adapter, c'est parfois très douloureux, mais il y a cette capacité de regarder devant, et il faut continuer dans ce sens-là. Oui, mais je pense qu'il s'adaptera au moment où il aura le coup de bâton sur la tête. Et il n'est pas capable d'anticiper. Aujourd'hui, il y a trop de business qui se font sur les schémas internationaux, sur le monde d'aujourd'hui. Et si le politique ne prend pas en charge le fait d'anticiper pour faire des stocks, pour réorganiser, pour imposer peut-être des niveaux minimums. Alors là, juste un point. Il y a un élément qui est fondamental. C'est l'éducation. Et l'éducation de notre jeunesse à qu'est-ce que le monde agricole au sens large. Parce qu'il faut être honnête, il y a une méconnaissance complète de ce qu'est le monde agricole dans la jeunesse. Stéphane Linou, dernier mot. Non, mais tout simplement, c'est qu'il faut prendre la question alimentaire au sérieux et lui donner la place qu'elle mérite et complètement l'articuler comme priorité nationale, préserver les terres, l'eau, et ceux qui s'adaptent et qui ont l'inventivité la plus poussée, comme ce que nous demandons à nos soldats pour nous défendre, ce sont les agriculteurs qui apprennent à se passer des intrants extérieurs, et notamment, ça passera par un revenu correct donné aux agriculteurs qui ne sont pas forcément encore bio, mais accompagnons-les pour les aider à se passer des intrants que l'on ne mérite pas, que l'on n'a pas sur notre sol, et c'est une question de sécurité nationale. Bon, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'être venus ici sur ce plateau. Ça n'a pas été facile d'avoir des ministres, des gens du gouvernement, parce qu'on sent que cette question n'est pas encore au cœur des préoccupations. Merci à vous d'être venus ce samedi matin réagir par rapport à ce clash, effectivement, qui a pu avoir hier entre le président Trump et le président Zelensky. Merci à vous, et surtout, merci à vous. Qui leur demande des intrants agricoles. Question financière dans un premier temps. À votre avis, derrière, La situation de l'élection du président Macron est assez... agricole se prépare.